Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 février. Pour moi c'est une grande journée. Aujourd'hui je suis avec Monsieur Mjidi, le grand, Le grand petit archéologue. le grand archéologue pédestre. Et après on a Monsieur Jimmy, l'artiste, le grand artiste sur les gravures rupestres. Ça fait presque un an que j'ai l'idée de créer un lieu ou un musée préhistoire. Donc j'ai discuté avant avec ces deux gens-là. Donc ils m'ont poussé et ils ont proposé leur savoir-faire. Donc on est parti. C'est un musée pour présenter notre histoire du Maroc, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On a discuté ça avec monsieur l'archéologue, monsieur Khalil Mjidi, pour faire un musée éducatif pour expliquer aux gens notre histoire et le développement du style et des techniques de l'art rupestre au Maroc. Il y a un patrimoine archéologique et un patrimoine ethnologique. L'évolution des différents groupes humains et la dynamique de déplacement dans la région sont représentés avec des figures rupestres et on a l'impression nous avons décidé de faire un panneau ici pour couvrir le côté technique et technologique de l'homme préhistorique dans le Haut-Atlas. On va fabriquer des outils, imitation de ce que l'homme faisait sur le Haut-Atlas pour chasser les animaux et pour vivre. M. Jimmy, puisqu'il est peintre, artiste peintre, donc il s'est occupé de ça. M. Hafid a préparé le local et ça m'intéresse aussi dans le sens de participer à la protection à travers cette sensibilisation. Quand les gens visitent, ils sont beaucoup plus sensibles à la protection, au respect des dalles gravées et des outils qu'on collecte parfois pour garder à la maison. On commence à comprendre que c'est mieux de laisser ces pièces pour l'étude et pour les musées. Le Haut-Atlas est la plaque tournante de la préhistoire du Maroc et de la Méditerranée occidentale. Il y avait une dynamique de déplacement des tribus, des groupes humains, au rythme de l'évolution du climat du Grand Sahara. Il faut savoir que le Maroc se trouve à la marge nord-ouest du Sahara et donc il a bénéficié d'une réalité écologique plus ou moins durable. Donc ce n'était pas tout à fait aride, mais ce n'était pas tout à fait humide. Et donc ça a permis au groupe humain de s'acculturer, d'échanger à travers le Haut-Atlas. Et donc c'est l'intérêt de ce musée, puisqu'il est destiné à la préhistoire en général, mais surtout à la préhistoire du Haut-Atlas central. Et donc ici le panneau chronologique va nous montrer l'évolution de l'art rupestre depuis le début de l'Holocène, c'est-à-dire vers 12 000 ans. Le monde, au point de vue climatique, a commencé à changer. Un réchauffement global de la Terre a commencé et ça a provoqué dans les systèmes de production des gens tout un changement radical et le Haut-Atlas est devenu un refuge écologique. Donc tous les groupes humains qui vivaient dans des zones arides, qui ont des difficultés à s'approvisionner au niveau productif, c'est-à-dire que ce soit la chasse ou l'élevage plus tard, ils ont trouvé l'espace du Haut-Atlas comme refuge écologique pour se replier et pour quitter vers le Sahara. C'est un mouvement qui a fait
une dizaine de milliers d'années d'histoire. Bon, dans cette façade, ces murs, c'est réservé pour les photos du graveur rupestre, du site, les plupart sites du Maroc, le Haut Atlas et aussi le Sahara et la vallée de Dra. Là, sur le panneau, nous aurons des photos d'exemples de représentation dans la société des chasseurs, dans la société des éleveurs transhumants et dans la société qui ont déjà maîtrisé le métal. Quand il y avait déjà la crise écologique au nord de l'Afrique en général, les communautés qui vivaient dans le Sahara se sont réfugiées sur le Haut Atlas et déjà on a des conflits sur les pâturages, ce qui a poussé les gens à fabriquer des armes pour se protéger. Et par la même occasion, on a une apparition d'une couche sociale qu'on appelle des guerriers, qui se sont occupés de la sécurité de la communauté au niveau pâturage et point d'eau, et passage aussi d'écoles sur le Atlas pour faciliter la communication entre différents groupes d'un peuple ou d'une tribu. Cette dynamique de déplacement entre le Sahara et le Haut Atlas et entre la Méditerranée occidentale et le Haut Atlas a créé un espace qu'on peut appeler historico-culturel, une zone historico-culturelle où des idées, des savoir-faire changent de région selon un rythme de production et d'évolution du climat. Donc, pour la partie nord, c'était des sociétés agro-pastorales. Il y avait un peu d'agriculture, beaucoup de pastoralisme, mais de l'autre côté, la face sud du Haut Atlas, c'était plutôt des pasteurs. Et avant le pastoralisme, des chasseurs. Et toute cette dynamique a laissé la trace symbolique sur la roche. Parce que ces gens dessinaient et gravaient la roche. Peut-être ils utilisaient aussi d'autres supports qui n'ont pas résisté à la dégradation naturelle, mais la roche quand même nous a conservé des témoignages sur le monde symbolique de ces gens. Et donc on a ici un panneau qui reflète la période des chasseurs, le début du néolithique, quand la faune au nord-ouest de l'Afrique était une faune dite éthiopienne, parce qu'elle contient des grandes antilopes, des girafes, des éléphants et des rhinocéros aussi, en synergie avec les groupes humains, dans un espace naturel qu'on peut appeler savane. Il y avait suffisamment de précipitations, suffisamment d'eau dans les cours, les anciennes cours d'eau, et aussi une avifaune très variée. Et donc les gens vivaient autour des lacs et le long des cours d'eau entre le Haut Atlas et le Grand Sahara. Cette époque est caractérisée par une dépendance totale de la nature. Les gens ne pouvaient pas vivre s'ils ne chassent pas et ne cueillent pas les fruits sauvages. Mais petit à petit, ce système de production ne va pas suffire, surtout au début des changements radicaux du climat, au début de l'Holocène. Et donc on passe à une autre façon de produire, à une autre façon de vivre, et on change de formation socio-économique et socio-culturelle par la même occasion. Donc on passe d'une vie qui dépend 100% de la nature vers une vie productive où l'homme devient un acteur principal dans la vie sociale.
Alors que au début, il représentait la faune et le monde qui lui entoure. Après, il va mettre l'homme au centre et l'œuvre de l'homme au centre de tout ça. Et petit à petit, l'homme devient le centre du monde. Et donc l'idéologie va changer et c'est le début d'une formation socio-économique qu'on peut appeler productive. Et c'est là où l'homme a commencé à influencer la nature. Ce qu'on voit maintenant comme explosion de production qui détruit ou qui reconstitue des éléments naturels, en fait, ça a commencé au néolithique. Autour de 9000, 8000 ans, l'homme a commencé déjà à influencer la nature. À la fin du 9e millénaire à peu près, je parle du cas du nord-ouest de l'Afrique, parce que différemment dans différentes régions, le passage d'une économie dépendante 100% de la nature vers une économie productive, il s'est passé dans différentes périodes. Quand on prend le Proche-Orient par exemple, le même phénomène que je vais décrire maintenant s'est passé déjà à 12 000 ans. Mais au nord-ouest de l'Afrique, c'est autour du 9e millénaire, l'homme a commencé à changer son système. Au lieu de rester un chasseur-cueilleur des fruits sauvages, il a commencé à essayer de forcer l'animal à rester dans un espace limité pour le chasser facilement et pour être familier avec l'animal. C'est une période de transition vers la domestication. Carrément, on a des animaux qui vivent à côté de l'homme jusqu'à maintenant. Et là, l'homme était obligé de faire ça parce qu'il y avait très peu de ressources régulières. Donc il était obligé de domestiquer des animaux qui donnent plus de viande. À l'époque, on ne consommait pas encore le lait parce que c'était toxique pour l'homme. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment l'homme a fait pour boire le lait de l'animal et ne pas mourir. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment. Mais apparemment, ça a demandé des centaines, peut-être des milliers de vies pour que l'homme s'adapte à la digestion du lait des animaux. Et donc, on a l'apparition de la domestication, de la couverture végétale et des animaux. Et c'est un début d'une période qui va durer jusqu'à maintenant. L'homme est devenu le maître de la nature parce qu'il produit sa nourriture, il produit sa ressource d'énergie. Il a commencé à influencer les animaux pour qu'ils soient à son service. Il y a des animaux pour transporter les choses, des animaux à monter pour se déplacer plus vite, des animaux pour manger la viande, des animaux pour s'habiller, etc. Donc, on a une spécialisation du travail. Avant, on travaillait collectivement. Maintenant, il y a le pasteur, il y a celui qui travaille la peau, celui qui prépare des pièges pour la chasse, parce que la chasse a continué quand même à compléter le cycle économique annuel. Il y a des gens qui se spécialisent dans la replantation des plantes productives, etc. Donc on est en plein néolithique et on est au début d'une formation socio-économique productive. Et tout le système idéologique, c'est-à-dire les signes, les symboles, les relations entre les individus, entre les groupes, a changé.
Donc on a gardé de la société, de la vie des chasseurs, quelques normes, mais on a créé une idéologie qui va gérer les groupes et vers l'apparition du métal qui va décider l'avenir de l'homme sous forme de centre politico-économique autour de la Méditerranée surtout. Et on va assister à l'apparition des civilisations avec un centre politique et des villages et des villes autour du 3e millénaire avant. Cette formation socio-économique productive va évoluer. Sauf que les déplacements des communautés sont devenus de plus en plus intensifs. Parce que les communautés commencent à produire et diversifier la production. Il y a quelques communautés qui ont excellé dans un sens, d'autres dans un autre sens. Et là, on assiste à un début d'échange commercial qui va intensifier le voyage des signes et des symboles et qui va créer des conflits aussi. Quand on se déplace d'une région pour aller à une autre, qui est plus avantagée au niveau pastoralisme, on va sûrement trouver des gens qui vivent là-bas déjà et on va entrer en conflit. Et donc jusqu'aujourd'hui. Des conflits ont commencé autour des pâturages et des passages en haute montagne, ce qui explique l'apparition des armes. Les gens ont commencé à fabriquer des armes métalliques cette fois. Donc le métal n'est plus à la fin du néolithique, il n'est plus pour des buts de parade, des bijoux, etc. Le métal est devenu un élément de pouvoir et de protection. Et on va voir l'apparition des poignards, des pointes de lance, et la domestication, l'apparition du cheval, parce qu'il n'était pas domestiqué sur place au nord de l'Afrique. Et donc on commence à utiliser le cheval pour se déplacer plus vite. Donc les plus forts, les gens qui maîtrisent le métal, sont devenus les sociétés d'élite. Les gens qui n'ont pas de métal, ils sont devenus soumis. Et on va avoir l'apparition des centres politiques. Et des tribus qui sont devenues héritières du pouvoir, et des tribus qui sont devenues des consommateurs et des travailleurs. Et aussi la position de la femme. Oui. Ça commence à... Ça fait partie oui, ça passe. La femme n'est plus le centre de la famille, n'est plus la plaque tournante de la production, parce que la cueillette ne joue plus le rôle principal. Et donc l'homme qui a maîtrisé le métal est devenu au centre de la famille et de la société. Et on a bien sûr une diversification après domestication, on a comme si on commence à choisir les animaux qu'on va garder. Et c'est à ce moment-là qu'on a laissé tomber la domestication des gazelles. Parce que la gazelle, au nord-ouest de l'Afrique, elle était domestiquée au début du néolithique, puis après elle est redevenue sauvage, parce qu'elle ne donne pas beaucoup de viande et ne donne pas beaucoup de lait. Donc ils ont laissé à part, ils ont intensifié le pastoralisme des bovins au début, mais quand les couvertures végétales sont devenues pauvres, avec l'aridité de l'espace, ils se sont rabattus sur les brebis et les chèvres. Et on va assister sur le Haut Atlas
un changement radical vers le bétail, le petit bétail, et un pastoralisme très intensif dans tous les plateaux du Haut-Atlas. Ce qui a créé, comme je l'ai déjà dit, des conflits autour des pâturages. Et on voit ici des représentations de cette élite guerrière qui protégeait les pâturages. Les armes sont souvent des haches, sont des armes de jet, c'est des haches qu'on peut jeter, et des poignards et des pointes de lance, et aussi des boucliers pour se protéger. Le cheval et le dromadaire sont devenus les moyens de déplacement les plus utilisés. Et vers le 6e siècle avant, on va assister à l'apparition du char, un véhicule à 2 roues tiré par des animaux. Il y a peut-être 2 types. Un type pour transporter des vivres tirés par des bœufs et un type de combat tiré par des chevaux. Donc on est tout au début des états civilisation de la Méditerranée. Donc c'est une transition vers tout à fait un monde nouveau que la Méditerranée va vivre presque 3000 ans. C'est un début des civilisations comme l'Hélénie en Grèce, comme l'ancienne Égypte, les pharaons, comme la Numidie chez nous, des royautés, des petites royautés au Maroc, qui va finir par former 2 grands États. Une qu'on appelle libyenne de l'Est. Il ne reste qu'un petit noyau qu'on appelle maintenant Libye. Et Amazigh à l'ouest, c'est-à-dire une partie de l'Algérie actuelle et tout le Maroc et la Mauritanie et le Mali, qu'on appelle Amazigh à l'époque. Et après, au début de l'histoire, vous savez tous ce qui s'est passé. À la fin de cette période qu'on peut appeler Bronze Age, l'âge du bronze, donc la culture des communautés au nord-ouest de l'Afrique va s'enrichir avec des apports méditerranéens, surtout de la partie ibérique et de l'Est. Et on va assister à l'apparition d'un phénomène tout à fait nouveau au nord-ouest de l'Afrique, c'est l'écriture. Donc l'écriture a clôturé toute cette histoire longue de plusieurs millénaires, et cette écriture sera déployée dans des régions pour documenter les actions du pouvoir central, comme chez les Égyptiens et une partie du nord-ouest de l'Afrique au niveau de la Tunisie actuelle, pour documenter les biens du roi ou du chef politique, alors que dans les autres régions, c'est resté sous forme de déclaration de guerre ou de déclaration d'amour. C'est des petites annonces, des petites phrases sur des roches qui sont très limitées et qui sont utilisées pas du tout comme outil de pouvoir politique. Et d'ailleurs, les autres régions à l'extérieur de la Tunisie actuelle, c'était des petites formations politiques éclatées qui géraient plutôt le pastoralisme avec un équilibre plus ou moins durable entre différentes tribus puissantes. Vers le 3e siècle avant, on va trouver des traces
dans l'histoire qui parle de formation puissante le long de la vallée de Dra, sur la côte atlantique aussi, et sur le Haut Atlas. Et les inscriptions qu'on trouve sur la roche reflètent très bien cette période. Donc on a des inscriptions associées à des formes humaines, qu'on appelle anthropomorphes, et des inscriptions associées à des animaux domestiques. Parfois, on a des documentations de phénomènes naturels, comme ici, au piémont du Haut Atlas, du côté de Guedir, entre Saouira et Agadir. Le graveur a documenté un météorite qui tombe du ciel et qui a fait des dégâts au niveau du bétail et des êtres humains aussi. Donc les gens faisaient attention au ciel aussi. Mais la mouvance culturelle en général, c'est le début de l'histoire et ça va aboutir vers le 8e, 9e siècle, tout un début des dynasties au niveau du Maroc, comme la dynastie almoravide, qui va coloniser l'Espagne plus tard. Donc on est à la fin du 10e siècle de l'histoire et début du 11e. Voilà, donc on a fait un petit voyage dans le temps à travers ces petits panneaux. Voilà donc la peinture rupestre qu'on a fait dans cette grotte artificielle. Cette peinture représente plusieurs sites de peinture rupestre au Maroc. Là, c'est des signes et des symboles, n'est-ce pas? Signes, des symboles. Des petits bâtonnets, des pointillés, des haches. Là, c'est le site de Tfariti. Oui, Tfariti, donc le Sahara marocain. Oui, le Sahara marocain. L'homme, bien sûr, comme je l'ai déjà évoqué, quand il était chasseur, il croyait que, à travers une symbolisation de la faune, il peut la maîtriser. Et donc, pour chasser une antilope, on peut la dessiner et faire des mouvements, j'imagine, peut-être allumer le feu, peut-être la toucher symboliquement avec une pointe de flèche ou avec une pointe de lance avant d'aller la chasser en vérité. L'homme donc avait l'idée que le symbole peut influencer l'animal. Mais après, c'est devenu un phénomène comme j'ai dit, de manipulation de la conscience du groupe. L'artiste a commencé à influencer les chasseurs avant qu'ils partent en campagne de chasse, où il est devenu un guérisseur. C'est en fait le dessinateur, l'artiste, était en même temps, probablement, je ne suis pas sûr, mais probablement il était en même temps le psychologue, le médecin du groupe, qui avait un rôle très très important pour garder le groupe à un haut niveau de préparation pour aller chasser les animaux. C'est pour marquer le territoire, oui. En gros, au Maroc, nous avons 5 couches de peinture. Ça reflète peut-être 5 étapes de l'évolution, depuis les chasseurs jusqu'aux combattants que j'ai évoqués déjà, qui protégeaient les pâturages et les cours d'eau et les passages. Et donc on a à peu près entre 12 000 ans jusqu'à pratiquement les premiers 3-4 siècles de l'histoire. Et donc les peintures sont un élément très important pour réécrire l'histoire du nord-ouest de l'Afrique
Et vous savez bien que l'Afrique est un continent plutôt de tradition et de continuité culturelle, pas de sociétés qui ont documenté par l'écriture. Et il y a une répartition. Donc au Maroc et une partie nord de l'Algérie, il y a plus de gravures que de peintures. Donc on a une cinquantaine de sites de peinture, mais il y a 540 à peu près de sites de gravure. Alors qu'en Algérie du Sud et au Libye, dans le Sahara, le Grand Sahara, le Tchad, le Niger, le nord du Niger, on a 90% de peinture et peu de gravure. C'est très important pour moi de faire ce travail pour montrer aux gens l'évolution de l'art rupestre depuis la période des chasseurs, ou, comme je dis toujours, la période de réalisme, et après la période du Pasteur, avec son style comme je dis, impressionnisme, et après la période de l'Ibico-Amazigh, et enfin la découverte de l'écriture l'Ibico-Amazigh, dite Tifinagh aujourd'hui. De revivre l'art préhistoire à nos jours. Je sens que, comme artiste, quand je travaille sur une approche artistique moderne et contemporaine, avec des matériaux, des matières modernes, actuelles. Et j'ai le plaisir de faire ça